Bien, on va attaquer l'après-midi qui va être consacré à une thématique qui est vraiment importante. C'est le numérique et la société solidaire. C'est un sujet qui est vraiment primordial. Comme l'a rappelé Mounir Majoubi tout à l'heure, aujourd'hui, il y a 20% de Français qui n'ont pas suffisamment d'éducation numérique, ce qui peut poser des problèmes de formation, des problèmes d'employabilité. À cet égard, le gouvernement, les pouvoirs publics, les entreprises ont des rôles à jouer. C'est ce qu'on va voir pendant tout cet après-midi, qui, je le rappelle, sera diffusé sur la chaîne de télé MEDEF TV. Dans un premier temps, j'appelle sur scène Gabrielle Gauthet, directrice des investissements et du développement local de la Caisse des dépôts. Merci. Alors, je crois que j'ai un micro. Je pense que vous m'entendez ? D'accord. Ok, donc je n'ai pas besoin d'utiliser ça. Voilà. En revanche, j'ai quelques illustrations et je vais voir comment ça marche. Il est d'usage que la Caisse des dépôts parle beaucoup de ses investissements dans le numérique, dans les infrastructures. Et aujourd'hui, ce qui est moins connu, je vais vous parler de l'aide qu'apporte la Caisse des dépôts à la compétitivité de notre pays en matière de compétences numériques, ce qui est un peu moins connu. En effet, on le verra dans un dernier temps, la bataille internationale qui se joue entre les pays se déplace des infrastructures, de la capacité à lever de l'argent. Et aujourd'hui, elle est très, très, très violente sur la formation et sur la capacité de nos entreprises à se doter des compétences numériques dont elles ont besoin. Le premier constat que nous partageons tous, c'est que le numérique ne va laisser personne exempt de la transformation. Toutes les filières, pas une seule filière ne va être épargnée, que ce soit les banques, les assurances, les transports, bientôt l'immobilier va vivre une très grande transformation dans le numérique, le trading. Je pense qu'ici, nous en sommes tous persuadés. Le deuxième constat, c'est que nous allons avoir besoin, et les entreprises vont avoir besoin, pas seulement les entreprises, l'État, les collectivités locales, l'ensemble des acteurs économiques vont avoir besoin de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences en termes de data, de ce qu'on appelle management des réseaux sociaux, de design numérique, de soft skills, savoir utiliser d'humanité numérique, comment ne pas être esclave de l'intelligence artificielle. Donc ces nouvelles compétences, gérer des communautés, apprendre à travailler en mode projet avec le numérique, c'est indispensable. Et, last but not least, de nouveaux métiers, et on verra après dans quelle mesure et avec quelle rapidité, vont naître et vont être indispensables à la compétitivité des États. Ça va des forgeurs numériques, des managers de drones, des data architectes, des concepteurs et exploitants de ce qu'on appelle le BIM dans l'immobilier, BIM manager, d'immersive designers, etc. Cette foule de métiers qui n'existe pas ou à peine aujourd'hui sera une réalité dans 20 ou 30 ans. On va le voir plus tard. Évidemment, il y a moult rapports qui le disent, McKinsey, etc. etc. Et bien évidemment, tous ces métiers vont nécessiter et vont faire appel à de nouvelles interfaces, de nouvelles intelligences. La question des interfaces est toujours au centre du débat. Interface web, interface mobile, interface présentielle, augmentée dans le commerce. Tout ça, il va falloir savoir l'utiliser. Et ça va poser un certain nombre de questions quant à la formation des futurs, des actuels salariés ou indépendants qui sont les acteurs économiques, mais surtout, encore plus peut-être, de nos jeunes. Alors, la formation à quoi ? Il est toujours intéressant de regarder ce cycle de Gartner qui donne une idée de la maturité des technologies et de ce à quoi il faut que nous nous formions. Évidemment, la première, mais ça, nous y sommes, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui va permettre de générer automatiquement du texte, de reconnaître automatiquement la parole, de faire appel à des agents virtuels, les chatbots, de bouleverser l'apprentissage et l'éducation avec des plateformes d'apprentissage automatiques, des outils d'aide à la décision dans tous les domaines, y compris les plus improbables. Notre justice peut être complètement
bouleversés par l'intelligence artificielle. Le robot peut porter la robe, la jurisprudence, etc. Donc le droit. Évidemment, l'apprentissage, le deep learning, apprentissage profond, c'est un pas très joli terme français, la reconnaissance biométrique, etc., etc. Ça, je pense, le machine learning, c'est quelque chose, nous y sommes en train de nous y préparer, et d'ailleurs la Caisse gère un programme PIA, programme d'investissement d'avenir, dédié à cette technologie. La deuxième chose, c'est les expériences donc, immersives, par exemple dans le tourisme, avec des visites augmentées, dans l'immobilier, des visites virtuelles augmentées, dans le jeu, utilisé également à des buts économiques, et enfin, toutes les plateformes digitales, en particulier ce qu'on appelle les digital twins, la blockchain et les plateformes d'IoT, donc d'objets connectés. Voilà donc les technologies qui vont bouleverser notre économie et auxquelles nous devons nous préparer notre jeunesse, préparer les salariés. Intéressant, 2 études, l'une anglaise, l'autre un rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi français sur les compétences nécessaires au XXIe siècle. Une première étude Nesta, c'est l'agence d'innovation anglaise, en partenariat avec Pearson, qui est le plus gros éditeur au monde, et the Oxford Marketing School sur l'emploi. Ce qui est notable sur les top skills nécessaires à l'échelle 2020-2030 de nos entreprises. Ce qui est notable, vous avez en bleu les compétences, en rose les savoirs, la nécessité, les savoirs, par exemple l'éducation et le training, donc ce qui s'apprend, ce qui s'acquiert à l'école. En jaune, vous avez les capacités, fluency of ideas, originality, la déduction logique, etc. Et vous avez en bleu les compétences. Vous voyez qu'il y a un très sérieux shift du savoir acquis vers les compétences. C'est plutôt, donc il y a une raréfaction, voire une disparition d'une nécessité d'acquérir du savoir, mais une obligation d'avoir et de démontrer des compétences et, c'est plutôt good news, de capacité créative. Parce qu'il est toujours un peu terrorisant de voir ou de devoir admettre que l'intelligence artificielle, il y a tout un combat entre est-ce que notre jeunesse doit être au-dessus de l'intelligence artificielle, formée à être au-dessus, et est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas se substituer? Bref, je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais c'est plutôt rassurant de voir que le jugement, l'originalité, la capacité créatrice vont être des compétences nécessaires. Rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi qui ne nous apprendra pas grand-chose. Le MEDEF le sait, c'est à échelle dans 15 ans, 50% de nos métiers d'aujourd'hui seront complètement transformés, essentiellement d'ailleurs dans les métiers de plus faible qualification, et donc il nous faut agir. Alors, il nous faut agir. L'innovation est le nerf de la guerre, mais je pense que l'innovation ne se joue plus uniquement sur le front du marché, c'est-à-dire product market fit, mais va passer sur le front de la compétence des talents, des meilleurs talents et compétences pour réaliser la mission de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle Purpose People Fit. Et très clairement, la bagarre va se déplacer. Les GAFA et des grands opérateurs, on le va voir après, Google, Amazon, Tesla le savent déjà. Ils anticipent en formant, en gérant les talents, par exemple à la data. Bien évidemment, il va falloir, et c'est au cœur de la révolution technologique, ce qu'on appelle le workforce planning, c'est-à-dire l'anticipation par la cartographie dans un certain nombre d'entreprises des compétences nécessaires est absolument clé. 2/3 des recrutements chez Capgemini et Accenture en 2010 venaient un peu spontanément. Aujourd'hui, 2/3 sont sourcés de manière très proactive par les services RH de ces 2 entreprises sur les réseaux, parce qu'ils ont anticipé les compétences dont ils auraient besoin demain. Voilà. Là, ne nous leurrons pas, le monde l'a compris, à la fois les GAFA et ce qu'on appelle les BATX, c'est-à-dire leur équivalent chinois.
Et c'est une bagarre mondiale qui dépasse l'enjeu de l'Europe et de notre pays, qui se joue aujourd'hui. Aux États-Unis, Google Chromebook et l'utilisation des solutions Google Education représentent déjà 50% du marché de l'éducation et des universités aux US. Il y a une annonce à venir au printemps avec une stratégie très agressive sur la France, avec la commercialisation des ordinateurs Chromebook aux universités françaises. Et au-delà, bien sûr, Apple et iTunes, les exemples sont très nombreux, produisent du contenu aux universités, Facebook Messenger for Kids, et a un accord avec la licorne EdTech Udata City. Amazon fait des prototypes également de cours de maths, etc. Et Microsoft a acheté LinkedIn et surtout l'une des plus grosses plateformes de contenu, Lynda. Voilà. Donc le marché est là, mais au-delà des universités, vers les entreprises. Google a une formation gratuite et courte dédiée aux entrepreneurs, Digital Actile de Google. La Chine n'est pas en reste. Et la Chine, c'est quand les États-Unis dépensent 12 milliards de dollars, annoncent dépenser 12 milliards de dollars dans les 5 ans, la Chine va investir 30 milliards dans la EdTech et les infrastructures éducatives dans les 5 ans sur son seul territoire. 30 milliards. Donc en infrastructure, en équipement, en application, en mobile learning. La Chine, c'est 250 millions d'élèves, 15 millions de professeurs. C'est une question de survie. L'éducation de l'enfant unique, pour eux, c'est un des premiers budgets des foyers chinois. Et les solutions technologiques pour développer les sciences, les maths, les robots connectés sont incroyablement dynamiques. En matière de EdTech, EduCapital a recensé 3000 EdTech aujourd'hui en Chine, contre 300 à Boston uniquement. Et chez nous, combien ? 322. Voilà. Alors, un mot sur les EdTech, justement. Donc là, nous avons, à la Caisse des dépôts, créé un observatoire des EdTech, parce que nous avions même l'ambition de faire un fonds. Et malheureusement, c'est un signe des temps, d'ailleurs, cette ambition... on a décidé de ne pas faire de fonds parce qu'il n'y avait pas suffisamment, il n'y avait pas de quoi faire un fonds. Il n'y avait pas le marché n'était pas là. Nos EdTech sont plutôt petites. Elles ont 2/3 d'entre elles ont moins de 10 salariés. Elles ont un chiffre d'affaires de l'ordre de 250 kilo-euros. Bien sûr, il y a une réussite française qui s'appelle Open Classrooms. La BPI est actionnaire. Mais quand même, on peut dire que face aux géants que je viens de citer, la seule petite France n'est pas au niveau, c'est clair. On n'a pas pris la mesure des enjeux et on doit faire face à de nombreuses difficultés qu'on cite à profusion, des circuits de financement assez complexes, des prescripteurs multiples, des organismes de professionnels, de collecteurs de la taxe d'apprentissage un peu, qui sont des intermédiaires entre des organismes de formation et les utilisateurs finaux. Bref, nous savons tout ça. Que pouvons-nous faire pour accélérer ? Alors, nous avons décidé, avec les régions, puisque nous sommes gestionnaires par le programme PIA, de certain nombre de programmes concernant la formation professionnelle, la formation continue et l'éducation, et nous investissons également en fonds propres. La première chose, c'est que oui, nous avons investi. Bien sûr, nous sommes membres fondateurs de la Grande École du Numérique, qui labellise les formations aux compétences numériques, avec 419 formations labellisées, 10 000 personnes formées depuis 2 ans. Dont la moitié n'avait pas le bac. C'est déjà ça. Nous avons investi dans Saint-Plon, 36 fabriques sur le territoire, beaucoup en quartier politique de la ville, mais également en Ardèche, à Marie-Galante, Outre-mer. Voilà, 2000 personnes formées par Saint-Plon. Et nous allons aller plus loin, puisque nous allons accompagner Saint-Plon dans son développement. Nous avons une importante réforme en cours du compte personnel de formation et du compte personnel d'apprentissage que nous gérons par mandat, avec des premières propositions de mettre à disposition des salariés une interface mobile où l'individu pourra s'auto-prescrire une formation dans la limite du temps et des sommes qui lui seront allouées. C'est une importante réforme qui désintermédie effectivement les OPCA et les organismes de formation. Et enfin, évidemment, nous allons continuer notre investissement dans les EdTech en nous centrant, si le sujet n'était pas que effectivement nos salariés d'aujourd'hui, nos étudiants et nos universitaires, mais très tôt
les enfants et les adolescents. Curieusement, nous pensons, il y a une fausse croyance, c'est que les millennials ne sont acculturés au numérique, qu'ils n'ont pas besoin de ça. Moi, j'ai une très grande surprise quand j'ai vu une étude du CREDOC en 2017 qui mesurait dans certaines académies que, certes, le quotidien des élèves est rythmé par les réseaux sociaux. Ils sont tous sur les réseaux sociaux. Il y a 90% de nos jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Et il s'agit de leur apprendre à naviguer dans cet univers-là. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont et qu'ils naviguent sur les réseaux sociaux qu'ils sont formés à ces usages du numérique dans un milieu professionnel que j'ai cité tout à l'heure. Dans une trentaine d'académies, on a mesuré que 80% des terminales d'une trentaine de lycées ne savaient pas changer une police de caractère sur un document Word et qu'ils ne se sentaient pas à l'aise pour préparer un CV, pour rédiger une note de synthèse, pour utiliser les réseaux numériques dans un milieu professionnel. Donc il y a une acculturation à l'usage du numérique au milieu professionnel qui n'a rien à voir avec leur appétence pour le jeu et pour le gaming et pour les réseaux sociaux. Donc méfions-nous d'une croyance que pas besoin de les former et pas besoin de les acculturer. Et il est possible, pour ceux qui ont un peu peur de l'accoutumance à l'écran, il y a un certain nombre d'expériences qui montrent qu'on peut leur enseigner non seulement des technologies, mais la pensée numérique et l'usage du numérique tout aussi important, pas forcément avec un écran. Je vous invite à regarder ce que fait la start-up Coloris, qui apprend à coder sans écran. Voilà. Nous avons également, par l'intermédiaire du PIA, financé une demi-douzaine de projets enseignant ces compétences de base aux enfants, ClassCode, Caprio, Innovavenir. Donc voilà, nous allons continuer. Magic Makers est une offre également d'enseignement qui apprend aux enfants à coder par le jeu, qui mérite d'être soutenu et étendu. Nous sommes également partenaires du Maïf Numérique Tour dans les villes moyennes, où il y a 15 000 enfants et adultes qui ont été touchés par ce tour et acculturés aux usages du numérique dans un milieu professionnel. Voilà. Et nous allons continuer à être partenaires de la Grande École du Numérique. Je voulais juste aujourd'hui conclure en disant que cette bagarre, qui est une vraie bagarre mondiale, dans une stratégie globale sur la dominance numérique entre les grandes plaques que sont la Chine, les États-Unis, et pas la France, mais l'Europe. On parle souvent évidemment, l'accès aux infrastructures. Il faut que nos PME, on en parlait tout à l'heure à midi, ne sont pas assez, sont encore très loin dans les classements. La France est 18e dans l'appropriation du numérique par les PME, 18e rang mondial. On peut mieux faire. Dans la disponibilité des fonds, dans la disponibilité des politiques d'innovation, la guerre des talents est next on the page, et elle est très, très, très vivace. Et juste un mot, je pense que nous devons évidemment, il est plus difficile de faire grandir une start-up, et nos systèmes éducatifs en Europe sont très différents entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, plus difficile de faire grandir une entreprise dans le numérique entre la France et l'Allemagne qu'entre le Missouri et l'Alabama. C'est un de nos sujets. Mais je pense que nous devons envisager ça au niveau européen en ayant une vision de ce que sont nos forces technologiques. Et nos ingénieurs, nos data scientists sont recherchés. Nous devons construire sur nos atouts. Nous avons une population jeune qui demande à apprendre. Nous avons un dynamisme. Nous savons inventer, quand on avait fait donc avec Pierre Gattaz, France 2020, nous avons par exemple en matière de Smart City, nous avons des atouts à exporter dans le monde, nous avons besoin de data scientists également pour ça. Ne négligeons pas, bien sûr c'est une bagarre globale qui se construit également dans les tripes de notre territoire, c'est pour ça la Caisse est là, pour faire émerger des écosystèmes qui sont durables, tout de suite en ayant en tête de les exporter. C'est pour ça que nous avons investi dans une cinquantaine de corporate ventures dans le domaine de la transport, de la mobilité, et que nous recherchons pour ces startups et pour ces entreprises d'ores et déjà des talents, et que nous touchons du doigt la limite de ces talents. Donc c'est pour ça que nous allons en former. Et puis il faut le faire grouper au niveau de l'Europe. Bien évidemment, au niveau de l'éducation, c'est peut-être
plus compliqué, mais je pense qu'il va falloir le faire, et grouper quand nous aurons un écosystème sur lequel nous devons travailler encore plus ensemble au niveau de la protection des données, bien sûr de la fiscalité du numérique, de la souveraineté des data. Nous avons investi dans Quant, qui est un moteur de recherche qui ne trace pas, pour lesquels nous avons une ambition non seulement européenne mais mondiale. Voilà. Donc je pense que là, comme le disait Sun Tzu, c'est une vraie bagarre qui se joue. La guerre des talents, la guerre des formations est là. Certes, nous partons un peu loin parce que peut-être nous ne l'avons pas assez anticipé, mais je pense que nous avons des atouts. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que la Caisse des dépôts, à la fois par ses fonds propres et par la gestion qu'elle fait d'une quinzaine de mandats, dont 2 essentiellement sur la formation, ça c'est moins, sur la formation professionnelle, la formation continue et les investissements dans les tech, sera là et continuera, je l'espère, avec le MEDEF à construire et à anticiper les formations, à la fois pour les salariés des entreprises du MEDEF, mais également pour nos jeunes, parce que c'est l'avenir. Merci de votre attention.